Nous sommes heureux dans le cycle de conférences que nous avons intitulé Une seule santé et santé globale, de recevoir aujourd'hui deux de nos collègues particulièrement compétents sur le sujet qui va être abordé et qui est loin d'être d'une grande simplicité. Il s'agit de l'euthanasie. Ce sujet est particulièrement actuel avec toutes les discussions qu'il peut y avoir et avec l'avis du Comité national d'éthique, avec la conférence citoyenne. Nous ne manquons pas d'informations. Il n'empêche que dans cette rencontre que nous avons effectuée aujourd'hui, l'intérêt est justement que ce soit deux métiers qui peuvent être amenés à pratiquer l'euthanasie. Il s'agit d'une part, bien entendu, d'un juriste qui lui-même apprécie les normes et bien entendu les concepts et leur pratique au niveau en médecine en particulier et en biologie, et d'autre part une vétérinaire qui est professeure à l'ENVA, qui justement enseigne l'éthique, et notre collègue juriste étant le professeur Jean-François Viala, que tout le monde connaît, et qui justement vient de publier un ouvrage collectif particulièrement illustrant tout le phénomène en définitive de la prise de décision sur la mort, que ce soit le suicide assisté ou que ce soit la mort elle-même. Il s'appelle cet ouvrage « Le suicide de l'Antiquité au XXIe siècle ». C'est aux éditions hospitalières, LEH, les éditions hospitalières. Et bien sûr, nous nous y référons par rapport, à toutes les questions qui peuvent être posées. L'intérêt justement de cette rencontre réside dans le fait que les vétérinaires, d'après un certain nombre de mémoires qui ont pu être faits, montreraient une tendance de la part des jeunes générations, des plus jeunes générations, d'être assez en retrait par rapport à l'euthanasie des animaux. Alors qu'à une certaine époque, je ne dirais pas que ça ne posait pas de questions, mais ceci apparaissait comme particulièrement, presque entre guillemets, naturel. Donc, il était utile de confronter ces deux points de vue, l'un d'un juriste et d'autre part celui d'une vétérinaire à l'École nationale de Maisons-Alfort, l'ENVA. Je donne maintenant la parole à Jean-François Viala en le remerciant d'être venu de Montpellier et bien avant, bien sûr, de remercier Geneviève Marignac, notre vétérinaire, professeur d'éthique à l'ENVA, qui également s'est déplacé pour cette rencontre. Merci beaucoup. Je ne remettrai le poison en personne, c'est donc que l'on utilise le poison pour faire passer certains lors des jeux, les malades, les que sais-je. La question qui va se poser, c'est que fait le droit ici? Alors, Taïwan Périgord lui répondu, il fait que nous y sommes. Il fait que nous y sommes tout simplement parce qu'à un moment dans notre société, on est passé de l'idée que ces questions-là étaient bien trop sérieuses pour qu'elles fassent l'objet d'un encadrement. Et que plutôt que de poser un cadre, il vaut mieux laisser place à la transaction, c'est-à-dire à la liberté assumée. On pose un cadre sur une vie en société, sur un fait social, sur des faits sociaux. Alors, de quoi parle-t-on? De la maladie, oui, de la chronicité, peut-être, du vieillissement. Il n'empêche que les progrès magnifiques de la médecine ont fait vieillir la mort. En même temps que l'évolution de la société l'a hospitalisé.
exode rural, fin des familles étendues, familles recomposées, familles cellulaires, des parents, des enfants, rétrécissement des logements, accepter de vivre avec grand-papa, grand-maman, les arrière-grands-parents dans un P2. La maladie, les maladies neuroévolutives, les maladies chroniques, les souffrances et les douleurs qui autrefois disparaissaient, la vieillesse, la fin de vie, qui est une formule euphémique aussi, hein, pour ne pas dire la mort, on dit par périphrase euphémique, la fin de vie, la mort, l'aide active à mourir. Alors, aide active à mourir a été préférée à aide médicale à mourir, le suicide, bien entendu, et l'euthanasie. Avec un constat qui est la relativité du droit, je l'apprends en personne, le droit c'est relatif, relativité dans le temps et relativité dans l'espace. Le droit d'hier n'est pas le droit d'aujourd'hui, et ce dont on est à peu près certain, c'est que le droit d'aujourd'hui ne sera pas le droit de demain, ne serait-ce que parce que hier, le président de la République a annoncé que d'ici la fin de l'année, il y aurait un projet de loi sur ces questions. Avec un constat qui est terrible dans ce pays. Constat qui a été fait par toutes les commissions parlementaires d'évaluation des lois précédentes, donc 1999, la grande loi de 2005, loi Leonetti, 2016, loi Claes-Leonetti, la loi est mal connue, donc elle est mal appliquée. Et elle est si mal connue que quand même on a des affaires juridictionnelles à rallonge. Souvenez-vous de l'affaire de M. Vincent L. 39 décisions de justice. 39 décisions de justice qui naissent comment? Qui naissent tout simplement d'une non-application de la loi Leonetti. Et le tribunal administratif de Châlons-Champagne, le 13 mai 2013, dit les manquements procéduraux, non-respect de la procédure collégiale. Et le terme procédure, c'est un terme de droit. Hein, si on dit procédure collégiale, ce n'est pas une réunion de concertation pluridisciplinaire. Ce n'est pas une université. C'est une procédure collégiale qui doit suivre tous les critères fixés par décret. Pourquoi? Parce que c'est là pour protéger. Protéger qui? Pas tout. C'est pour protéger l'éthique et le médecin. C'est ça qui est mal compris. Si on met une procédure, elle est doublement protectrice. Elle protège bien sûr celui pour qui la décision va être prise, mais aussi l'auteur de la décision. Parce qu'on a respecté les conditions légales. C'est un contrôle de légalité. On remet entre les mains de l'équipe. Relativité dans le temps et relativité dans l'espace. Le droit d'ici n'est pas le droit d'ailleurs, même quand c'est un ailleurs tout près. Alors on dit, ah oui, cette restriction du monde, c'est quand même scandaleux. L'euthanasie est possible outre-terrain chez les amis belges, et puis c'est en Suisse. Donc il faut faire la même chose. Alors il faut se méfier quand même de ces idées, parce que ça se fait à l'étranger. Il faudrait qu'on fasse. Un constat qui est une accélération de l'histoire. Ce qui embarque le juriste dans l'accélération de l'histoire, c'est tout simplement une société qui exige aujourd'hui des réponses immédiates, alors que le temps médiatique, le temps scientifique, le temps politique et le temps juridique sont des mesures du temps qui sont différentes. Le droit, c'est hâte-toi lentement. Et le temps scientifique, c'est peut-être hâte-toi prestement. Une réflexion qu'on a totalement oubliée, qui est une réflexion du grand doyen Carbonnier. Un droit de la santé va exister, disait-il, dans les années 60, 1963. Un droit de la santé va exister comme a existé un droit canon au Moyen-Âge, un droit de l'Église au Moyen-Âge. Les deux droits sont des droits ancrés dans la peur de la mort. Mais le droit canon était ancré dans la peur de la mort pour ce qui est au-delà, alors que nous avons besoin aujourd'hui d'un droit de la santé pour notre peur de ce qui est en deçà. On n'a pas peur de la mort pour l'après la mort, d'abord parce que nos sociétés sont sécularisées, probablement ont-elles perdu ses repères philosophiques et théologiques. Par contre, ce qui va se passer avant la mort, dans ces temps qu'on appelle la fin de vie, ça nous effraie réellement.
Même nos adolescents ont peur depuis qu'ils ont lu Harry Potter. Harry Potter et les reliques de la mort, Albus Dumbledore, dit à Severus Rogue, je dois avouer que je préférerais une sortie rapide et indolore plutôt que longue et répugnante. Vous avez vu l'alternative qu'on nous propose? C'est soit rapide et indolore, sympa, plutôt que long et répugnant. C'est une insulte faite aux équipes de soins palliatifs. Hein. Alors, j'ai rien contre Madame Rowling et contre Harry Potter, hein, mais proposer ainsi l'alternative, c'est un biais intellectuel qui est gravissime. Rapide et indolore, vous le retrouvez chez Suétone dans La vie des 12 Césars, dans la mort d'Auguste. Quand il entendait dire qu'un de ses amis était mort promptement et sans douleur, il souhaitait pour lui-même et les siens une fin pareille en utilisant le mot grec euthanasia. Une mort sans douleur. Préfixe, bon, doux. Thanatos, le mot masculin pour dire la mort, plutôt que les mots féminins, gorgo, ker. Mais Thanatos, c'est pas la mort, hein. C'est l'accueil. Thanatos, c'est la belle mort, en fait, en grec. Pour ceux qui auraient fait un petit peu de grec, Thanatos, comment vous dire? C'est la mort du guerrier. Vous voyez Brad Pitt dans 3? Voilà. Thanatos, vous pouvez garder cette image-là. Thanatos, c'est la belle mort. Euthanatos, c'est la bonne belle mort. Mais que l'on soit chez Bacon, chez Suétone ou chez Thomas More, c'est pas la mort administrée. Il y a eu un glissement sémantique évident de mort administrée. Pourquoi? Bien parce que nous avons peur de l'en-deçà. Nous avons peur de l'en-deçà. Or, craindre la mort, c'est bien pire que mourir, disait Sénèque le rhéteur. Didier Sicard le dit autrement. Hein. Je veux bien mourir, mais je ne veux pas avoir à mourir. Et alors, qui va s'occuper de l'avoir à mourir? Autrefois, la mort était familiale et familière. L'avoir à mourir, bien, c'était l'accompagnement social. Je ne vais pas vous faire de l'Aznavour, mais enfin, elle va mourir la maman, hein, c'est ça. Hein. La maman est en fin de vie, ils sont venus, ils sont tous là. Même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit. Ils sont tous là pour l'accompagnement. Qui pallie l'absence de thérapeutique. Hein. On est vraiment dans la protection, dans le pallium, dans le manteau du légionnaire romain que Saint-Martin de Tours déchire en deux pour en donner la moitié à l'indigent. Je ne peux pas te guérir, ce n'est pas une raison pour que tu meurs de froid. Il déchire son pallium. Et palliatif vient de pallium, protecteur. Et cet en deçà, ben, qui va s'en occuper? Ben, aujourd'hui, c'est la médecine qui s'en occupe. C'est la médecine qui s'en occupe en disant ben, je vais traiter douleurs et souffrances. Alors, si j'ai encore 2 minutes, je voudrais vous parler de ça. Vous me dites hein, s'il faut que je m'arrête ou si j'ai encore un peu de temps. Oh, magnifique. Je vais pouvoir dire des choses. Vous voyez ici, vous avez d'abord un bureau très mal rangé de professeur de droit à Montpellier. À droite, vous avez 2 petites feuilles qui traînent. C'est la loi Claes-Leonetti. Le gros tas du milieu, c'est les travaux parlementaires. Si vous voulez comprendre la loi, en fait, c'est le tas du milieu qu'il faut lire. Alors, en même temps, c'est le travail des juristes. Hein. Les travaux parlementaires, les débats parlementaires, c'est 14 000 pages sur la seule loi Claes-Leonetti de 2016. Pour vous donner une idée, je vous ai mis un ballon de rugby taille 5, donc taille adulte. Hein, donc, ça représente ça. C'est ça les travaux parlementaires.
Métamorphose aussi de nos vies sociales. Hein. Regardez ce qu'écrivait Montaigne. J'en ai perdu des enfants. J'en ai perdu, mais en nourrice. À la mamelle, quoi, en nourrice. 2 ou 3. Montaigne, Michel de Montaigne ne sait pas combien d'enfants il a perdu en nourrice. Alors on peut dire, oui, c'est encore de la phallocratie, du patriarcat. Non, c'est tout simplement l'image du temps. L'enfant meurt en bas âge et tant qu'il n'a pas atteint 4, 5, 6 ans, on ne va pas s'attacher. J'en ai perdu en nourrice 2 ou 3, sinon sans regret, du moins sans fâcherie. Il n'y a rien de pire que la perte de l'enfant. Tous ceux qui l'ont subi le savent. D'ailleurs, la langue française ne le nomme pas. Vous perdez vos parents, vous êtes orphelin, vous perdez votre conjoint, vous êtes veuf, vous perdez votre enfant. Il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de mot en droit français. Ça nous dit quoi, Michel de Montaigne? Ça nous dit que la fin de vie, ce n'est pas un problème de gériatrie. Pardon, ce n'est pas qu'un problème du SLD gériatrie, ce n'est pas qu'un problème d'EHPAD. Nascentes morimur, nous mourons en naissant. La néonate, la réa néonatale, l'oncologie pédiatrique sont des endroits où les questions de fin de vie sont d'autant plus prégnantes qu'ils s'appliquent à l'enfant. Je suis sidéré par ce que j'ai pu lire sur la Convention de citoyens, et j'en veux absolument pas aux citoyens tirés au sort. J'ai plutôt tendance à dire pas de chance. Mais qu'on puisse envisager froidement, sans se déplacer en oncopédiatrique, sans être allé en réa médicale, ces questions, moi, ça me sidère. Je fais partie de ces juristes qui osent sortir des facultés de droit et qui vont voir sur le terrain ce que c'est. La décision d'arrêt de traitement en oncologie pédiatrique, en comité local d'éthique, j'ai eu à y participer. On n'a pas fait ça dans un bureau, on a fait ça dans la chambre de l'enfant, en entendant l'enfant, pas ses parents. Parce qu'il disait, je sais très bien que cette ligne, 8 ans, hein, cette ligne de chimiothérapie, vous voulez la faire parce que vous n'osez pas dire à mes parents que je vais mourir. Cet enfant a-t-il la maturité nécessaire à prendre tout seul une décision? On tendance à dire qu'il a plus de maturité que la plupart de mes collègues universitaires, qui sont de grands enfants. Donc, on prend des leçons de vie et on prend des leçons de société, même si, c'est vrai, la mort n'est plus véritablement ce temps de la vie sociale qu'elle a été. Moi, je suis, vous l'avez compris, en rural. Des morts, j'en ai vu très tôt, en bas âge. J'étais enfant de chœur pendant très longtemps et j'adorais faire des morts. Beaucoup plus que les mariages. Mariage, c'est toujours un samedi. Il n'y a pas classe. Les morts ont le bon goût de mourir aussi en semaine. On peut pas aller à l'école. Et donc, on fait péter l'école. Et expérience d'enfant de cœur, les gens sont beaucoup plus généreux dans la peine que dans la joie, et on nourrit toujours beaucoup mieux les gens, en tout cas dans le monde rural, quand on fait une veillée mortuaire que quand on fait un moment beaucoup plus festif. Évolution de la société aussi, j'en appelle à votre réflexion là-dessus. Vous connaissez tous le dialogue dans Hérodote entre Crésus et Solon. Crésus, hein, riche comme Crésus. Crésus qui demande quel est l'homme le plus heureux, et le pauvre Solon, le philosophe, lui dit « Vous avez des biens, vous avez des richesses, mais avant de se prononcer pour savoir qui est le plus heureux, il faut voir comment on meurt. Celui qui réussit sa mort, c'est celui-là qui est le plus heureux des hommes. En attendant, dites que vous êtes fortuné, mais pas spécialement heureux. » C'est exactement ce que nous dit Montaigne aussi. La mort et se préparer à la mort, c'est source de bonheur et de liberté. Il est incertain où la mort nous attende. On ne sait pas quand elle va venir ni où. Attendons-la partout. La préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Qui a appris à mourir a désappris à servir. Le savoir mourir
nous affranchit de toute suggestion à la contrainte. On va faire un test. Hein. C'est quoi se préparer à mourir dans le monde d'aujourd'hui et de la loi Claes-Leonetti? C'est les directives anticipées. Je me suis préparé à mourir. Ça m'a pris du temps parce que c'est très compliqué de rédiger des directives anticipées quand on ne se sait pas atteint d'une maladie grave et incurable. Mais j'ai fait le test régulièrement. On est à moins de 5% de gens qui ont rédigé leurs directives anticipées. On peut faire le test, hein, au demeurant. Enfin, j'imagine qu'ici, tout le monde les a rédigées parce que vous savez que vous êtes mortel. Il n'y a que les immortels qui n'en ont pas rédigé. Ou alors qui font. Il y a quelques immortels ici. Ouais. 2%. 2% qui font les directives. Sicard disait c'est un chantier non ouvert. Ben, il faudrait peut-être l'ouvrir. C'est compliqué de parler de ça. Hein. C'est compliqué de penser sa mort, mais c'est un signe de liberté. Sauf que dans notre société, ben, on a inversé complètement la proposition, inversion des valeurs. Dans nos sociétés, on assimile la mort au malheur ultime, et puis à la liberté, et le mourir à la dépendance et à la déchéance. Parce que le mourir est une dépendance et une déchéance. Finir sa vie en EHPAD, finir sa vie en USLD, c'est vrai que ce n'est pas l'archétype de ce que je souhaiterais comme vie finissante. La liberté n'est donc plus dans le savoir mourir de Montaigne. La liberté est dans le choix de mourir quand et comment je veux. Je veux bien mourir, je ne veux pas avoir à mourir. Je mourrai quand je veux et comment je veux. Et pour ça, je vais avoir besoin de tiers. Parce que je n'ai pas envie de me suicider. Par contre, j'aurais peut-être besoin d'un suicide assisté. C'est magnifique comme formule, le suicide assisté. Hein. Je vais demander à quelqu'un de me suicider. Je ne veux pas le faire. J'ai rien contre moi-même. Alors, je ne suis pas certain que la mort était un jour familière, mais je suis certain qu'elle était familiale. Vous avez là un petit livre que j'ai oublié de prendre, qui est magnifique. Vous le connaissez tous. On parlait d'immortel. C'est un immortel qui l'a écrit, c'est Marcel Pagnol. C'est le 3e opus de la trilogie marseillaise. C'est César. Et ça commence par la mort, j'allais dire Escartefil, commence par la mort de Maître Panis. C'est extraordinaire. Il y a 20 pages sur la mort de Maître Panis. C'est une mort en communauté. D'ailleurs, il boit un coup de vin blanc avant de mourir. Et il se confesse devant ses amis. La mort est un moment de la vie en société, un moment de la vie en société, un moment partagé, été. Voilà une chambre de réanimation médicale. On est un peu seul. Et si on y prend garde, je ne suis pas certain qu'on voit la personne. Alors pour la photo, qui plus est, j'ai demandé à ce qu'on remette un drap pudique sur le patient, parce que c'est plus pratique quand il est dénudé pour intervenir. Et le temps d'après, il s'est aussi déplacé dans des lieux un petit peu inhospitaliers, en bas à droite, hein, salon funéraire. Ils se ressemblent tous, ils ont tous le même nom. Salon orchidée, jonquille, prime vert, ça sent la même odeur de fébrise. Ça sent même pas la mort. Moi, je préfère, même dans l'Atlantique Sud, cette représentation de la mort de l'empereur. Même Utsolno s'est déplacé pour veiller. C'est ça qui a fait que finalement, il y a des moments qu'on cache, on cache la mort. Et surtout, on voudrait qu'elle soit rapide, qu'elle soit sans douleur. Et tout ça conduit à une délégation de toutes les étapes de la vie, de la conception même aujourd'hui jusqu'à la mort. On l'a déléguée à la médecine. Une mort qui est déléguée, c'est une mort qui prend la médecine au piège. C'est une mort qui prend la médecine au piège parce que les progrès
les progrès font qu'on repousse toujours plus l'échéance, mais on crée des situations totalement inextricables dont on va, au nom de l'autonomie de la volonté, vous reprocher de les avoir créées. C'est ça le paradoxe absolu, c'est qu'on reproche aujourd'hui à la médecine de s'être appropriée une situation qu'elle ne s'est pas appropriée. On la lui a abandonnée. Et on lui a dit, il faut que vous vous en occupiez. Et aujourd'hui, au nom de l'autonomie de la volonté, on lui reproche de s'être approprié ce moment de la fin de vie, ce moment de la fin de vie qu'on lui demande, encore une fois au nom de la liberté-autonomie, d'abréger. Et ça pose une question fondamentale par rapport au texte actuel, dont je suis bien conscient que le Comité consultatif national d'éthique a dit c'est un texte parfaitement équilibré pour l'immense majorité des situations. Et puis, il y a des situations extrêmes. La présidente de la Société française de soins palliatifs, le docteur Claire Fourcade, disait « Dans ma carrière d'une trentaine d'années, j'ai eu 43 demandes d'euthanasie. » Elle dirige une unité de soins palliatifs. 43 en 30 ans, c'est pas beaucoup. Hein. Par contre, ce que je sais, dit-elle, c'est qu'en France, il manque 200 000 lits de soins palliatifs. Et tout le monde dit, la Convention citoyenne, le CCNE, on ne passera à l'aide active à mourir qu'une fois qu'il y aura une égalité d'accès aux soins palliatifs sur le territoire de la République. Alors, si c'était drôle, je rirais, mais je ne trouve pas ça drôle. Pourtant, j'ai quand même envie de pouffer. Hein. Je pouffe. Parce qu'on se moque du monde. C'est quoi la France? C'est l'Hexagone et c'est la France ultramarine. Donc, on ne passera à l'aide active à mourir que quand l'ensemble du territoire de la République sera couvert par les soins palliatifs. Alors, parlons par exemple de Maripasoula en Guyane. Le jour où il y aura une unité de soins palliatifs mobile en pirogue qui permettra de rejoindre Maripasoula sur le fleuve Maroni, on pourra. C'est un non-sens. Donc, on se moque. Ensuite, on nous dit on va mettre le paquet par une loi de programmation sur les soins palliatifs. Il faut quoi pour faire des soins palliatifs? Il faut des soignants, pas des sous. Il faut des sous aussi. On en a des soignants? On n'en a déjà pas pour des spécialités qui attirent. Alors, si en plus vous dites bon, ben, on va mettre le paquet sur les soins palliatifs, je suis désolé, moi j'enseigne en médecine, j'ai l'impression que ça ne fait pas rêver les jeunes. Alors que c'est probablement parmi les plus belles expériences de médecine qu'il y ait, les soins palliatifs. Sauf qu'on ne les fait pas rêver. Ils préfèrent très souvent des spécialités où on ne va peut-être pas avoir de garde, il ne faudra pas être là le week-end, il ne faudra pas être là la nuit en soins palliatifs. Vous ne pouvez pas dire que c'est 17 heures, hein. Il faudrait mourir tout de suite ou attendre demain. Par contre, c'est extraordinaire. J'étais avec Jean-Marc Lapiana il y a quelques jours. Il m'apprenait, Jean-Marc Lapiana, c'est la maison de Gardanne. Un endroit absolument extraordinaire en soins palliatifs. Il monte une formation avec l'école hôtelière de Marseille en soins palliatifs pour faire du mixé, de l'émulsionné. Parce que moi, j'ai des patients qui ne veulent pas de gastrostomie. Il faut quand même qu'on les nourrisse parce qu'on va pas les laisser partir de dénutrition. Eh bien, j'ai fait un petit test, effectivement, à cette école hôtelière, une bouillabaisse émulsionnée. Alors, ça manque un peu de mâche, hein, je suis d'accord. C'était extraordinairement bon. Surtout qu'on a fait un contrôle qualité sur un Pétrus 66 avec, parce qu'en plus, ils servent du vin dans cette unité de soins palliatifs, des grands crus. Ils appellent ça vin de vie. Ce n'est pas une fin de vie. C'est des gens qui sont en fin de vie. Dans fin de vie, il y a fin. Dans fin de vie, il y a vie. C'est ce que disait Ricard, d'ailleurs. Hein. Le mourant est vivant encore. Voilà le mot important. Encore vivant. Et donc, on va faire évoluer, c'est une évidence la loi, parce qu'on a un problème, nous dit l'avis 139 du CCNE, un problème pharmacologique. La sédation profonde et continue
provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, pour certains patients, notamment l'hypnovel, ne permet pas de ne pas avoir de phase de réveil. Si c'est ça la justification de faire évoluer la loi, il va falloir creuser un petit peu plus. Je pense qu'il y a une démarche sociale et sociologique à faire, qu'a fait la Convention citoyenne d'ailleurs, qui n'est pas un problème pharmacologique. Le problème pharmacologique, ça peut exister, ça doit être résolu par les laboratoires pharmaceutiques, pas par la loi. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire évoluer la loi, mais à ce moment-là, il ne faudra pas oublier de légiférer sans se mettre dans une situation que les juristes appellent d'incompétence négative. C'est-à-dire qu'il faut prévoir toutes les législations d'adaptation. C'est quoi une mort par suicide assisté? C'est quoi une mort par assistance au suicide? Ah, c'est un suicide. Il y a une législation qu'il va falloir modifier, le droit des assurances. Parce que le suicide est une clause d'exclusion de risque en droit des assurances, notamment en assurance en cas de décès pendant une année. Je sais que je suis atteint d'une maladie, je ne sais pas moi, allez, on va prendre un truc sympathique, sclérose latérale amyotrophique. Qu'est-ce que je fais? Alors moi j'ai un réflexe de juriste, je vais immédiatement contracter une police d'assurance vie au profit d'un certain nombre de bénéficiaires. Et puis comme je n'ai pas spécialement envie de vivre cette maladie, notamment la gastrostomie qui va devenir probablement à un moment incontournable, ben, je vais demander une assistance au suicide ou un suicide assisté. Est-ce que ça remet en cause mon contrat d'assurance? Est-ce que mes héritiers vont bien, mes bénéficiaires vont bien toucher la prime? On a un certain nombre de choses comme ça auxquelles on ne pense pas et auxquelles il faudra penser. Sur le certificat de décès, on mettra quoi? Mort naturelle? Mort par suicide? Qui dit mort par suicide dit mort violente. Qui dit mort violente dit service de médecine légale. Est-ce que ce sera une exception à la compétence du service de médecine légale? Je pense que oui, ça paraît évident, oui, mais ce qui va s'en dire va encore mieux en le disant, et juridiquement, il faudra le préciser. Ce sera une mort naturelle. Non, ce n'est pas une mort naturelle pourtant, c'est une mort provoquée. Puis ensuite, il y a, c'est qui l'assistant? Est-ce qu'il faut une compétence? Ben oui, il faut placer un cathéter, c'est une compétence. Relier à la perfusion, c'est une compétence. Tourner la molette, à la rigueur, même moi, je dois arriver à le faire. Mais placer le cathéter, je ne suis pas certain. Ce n'est pas la compétence qui est importante, c'est la qualification. Qui aura la qualification pour le faire? À qui on reconnaîtra la qualité de le faire? Est-ce que ce sera un monopole médical? Pour le moment, les instances représentatives des médecins n'en veulent pas. Il faudra peut-être revoir, je suis un peu cynique, le jour où on commencera à passer rémunération, honoraires et tarification à l'activité. Il ne faudrait peut-être pas perdre cette manne. Est-ce que ce sera une compétence infirmière, une compétence paramédicale? Est-ce que ce sera une compétence de bénévole formé à cet effet? C'est important, parce que de la qualification naîtra l'excuse pénale pour ceux qui le pratiqueront. Parce que ce sera quand même un acte homicide. Donc vous ne pouvez commettre un acte homicide qu'avec l'autorisation légitime de la loi. Et pour avoir cette autorisation de la loi, eh bien, il faudra fixer les qualifications. Qui est compétent pour administrer la mort? Si c'est un monopole médical ou un monopole de professionnel, il faudra penser option de conscience, que je n'appelle pas clause de conscience, parce que ça n'a rien de contractuel. Une option de conscience. Mais que fera-t-on quand tous les médecins d'un même secteur, on connaît bien ça sur l'interruption de grossesse, il y aura un non-accès à? Est-ce qu'il pourra y avoir des réquisitions de thanatopracteurs pour pratiquer l'acte contre ses propres convictions? Je ne sais pas. Autant vous dire que je pense qu'il ne faudrait pas confondre vitesse et précipitation, qu'il vaudrait mieux former, pas seulement à connaître la loi Claes-Leonetti,
pas seulement à l'appliquer. Il vaudrait mieux former des médecins, et quand on aura du personnel médical, on pourra envisager effectivement de faire évoluer les choses. Sinon quoi? Sinon, on va créer de la loi ne sera pas appliquée. La loi n'étant pas appliquée, ça va créer de la frustration, ça va demander une adaptation de la loi, on refera une loi, les mêmes causes provoquant les mêmes effets, on ne réglera pas le problème. Moralité, on ne règle pas les problèmes d'une société par la loi. À un moment, c'était l'avis 83, je crois, le CCNE avait dit, on peut envisager une exception d'euthanasie. Moi, j'aime bien l'idée d'exception. J'aime bien l'idée d'exception parce que ça permet d'éviter de faire rentrer cette question-là dans le normal. On ne dit pas que ça n'existe pas. Il est évident que ça existe, ça a toujours existé et ça existera toujours. Mais on passe d'un interdit transgressé en assumant à une routine. C'est peut-être ça qu'il faudrait penser avec un encadrement de l'exception judiciaire d'euthanasie. Le CCNE avait proposé un contrôle a posteriori. C'est vrai que pratiquer une euthanasie avec un contrôle seulement a posteriori en ne sachant pas si on était dans les clous, c'est un petit peu dangereux quand même. Et c'est ça, être responsable. Il est évident que la loi va évoluer, d'abord parce qu'on l'a promis politiquement et que je pense qu'on ne se déjugera pas au sommet de l'État. C'est très dangereux de répondre par la loi aux problèmes de société quand on n'a pas les moyens de la politique que l'on promet. Or, cette politique ne pourra être appliquée que s'il y a des professionnels pour l'appliquer. Donc, il faudrait peut-être ne pas mettre la charrue devant les bœufs, sauf qu'aujourd'hui, la promesse étant faite, eh bien, on ne peut plus revenir en arrière. C'est l'art du en même temps, mais le en même temps, c'est de la parole, c'est pas de l'acte. Donc, je suis assez dubitatif. Il s'est passé quoi quand Carbonnier était encore de ce monde? Il a dit « on ne légifère pas sur des cas cliniques ». Les hypothèses où on a des patients dont le pronostic vital est engagé en moyen terme et qui ont des souffrances réfractaires, ça existe. J'en suis absolument persuadé. Est-ce que statistiquement, ça justifie une modification de la loi? C'est la phrase de Goethe, qui était un juriste. Alors, c'est très choquant et provoquant ce que je vais vous dire. C'est dans ma nature, je préfère commettre une injustice que de provoquer un désordre. Juste une chose alors, la dernière, elle est dans l'avis 121 du CCNE, déplacer la frontière ne supprime pas la frontière. C'est un chemin, la limite que l'on veut instituer. Et quand on déplace une frontière, il y a toujours une frontière qui nous interroge. Déplacer la frontière de l'interdit ne supprimera pas la frontière. Geneviève, je suis tout à fait heureux que tu prennes ici la parole parce que j'ai moi-même, en étant à l'Académie vétérinaire de France, de grandes interrogations. Il est important que tu nous les explicites bien là, et surtout pour le monde qui va venir. Et j'ai cru comprendre que tu avais travaillé sur tes étudiants ou des étudiants qui avaient cette problématique-là. Donc, si tu veux bien prendre la parole, en tout cas, merci encore d'avoir accepté. Merci beaucoup, Christian. Merci, François, pour cet exposé vraiment extrêmement riche. Alors, j'ai pris des notes parce que le sujet est quand même très, très difficile. Mon sourire ne doit pas cacher la difficulté de notre époque sur ce sujet et de la proposition gouvernementale. Donc, je vais parler de mon point de vue de vétérinaire et
je me rappelle que Danny Scott, qui est mon maître en dermatologie vétérinaire, disait de façon provocante qu'il avait choisi la dermatologie parce qu'il n'y avait ni garde ni euthanasie, justement. Donc, je suis dermatologue. Et du coup, je pense que je suis peut-être la seule dans cette pièce. Alors, j'ai vu qu'il y avait Jean-Pierre à avoir effectivement pratiqué des euthanasies sans l'obstacle de la loi, puisque les vétérinaires ont le droit de pratiquer des euthanasies. Donc, 25 ans plus tard, je pense que ma dernière euthanasie date d'une dizaine d'années. Je me rappelle quand même de la solitude face à la demande d'euthanasie ou à la suggestion qui en était faite. Et j'étais toujours dans un profond dénuement psychologique. Je me rappelle d'un chat qu'on suivait depuis des mois pour diabète. Et la propriétaire était une dame âgée. Et quand on a finalement décidé d'euthanasier ce chat, tout le monde pleurait dans la pièce. Je me rappelle aussi de ce père de famille qui partait en vacances et qui est venu avec son épouse et son chien et qui, à mon refus d'euthanasier le chien pour cause de départ en vacances, m'a prise à bras-le-corps et m'a passé par-dessus la fenêtre qui était au premier étage en me disant que si je n'euthanasiais pas son chien, il me passait par la fenêtre. Alors, je n'ai pas beaucoup de présence d'esprit, mais je lui ai dit que s'il voulait que j'euthanasie son chien, il ne fallait pas qu'il me passe par la fenêtre. Et du coup, son épouse a mis fin au problème. Donc, en fait, c'est un beau portrait que je vous propose avec des belles euthanasies et des mauvaises euthanasies. Pourtant, c'était ma vision de praticienne. Hein. Je n'avais vraiment pas d'interlocuteur pour parler de ce problème. J'étais une femme de terrain et il faut se remettre à l'époque des années 90. Quand je disais que je ne faisais pas d'euthanasie de convenance, en fait, les gens pensaient que je faisais un caprice. Ou les plus sympas pensaient que en fait, je ne savais pas faire d'euthanasie et que je disais que je n'en faisais pas parce que je ne savais pas faire. On n'en parlait pas dans la profession, on en faisait ou on n'en faisait pas. Et l'euthanasie faisait partie des basses tâches attendues de la part des vétérinaires. Alors, je sais bien que toutes les professions ont leurs basses tâches. Nous, c'était le vétérinaire qui pique. Et puis en plus, de plus en plus, avec l'aide de l'évolution de la société, des mentalités, comme on disait autrefois, on s'est rendu compte que l'euthanasie ne pouvait plus être un moyen d'organisation, de résolution d'organisation familiale ou de société. Et que il fallait essayer de trouver autre chose, même si les problèmes ont persisté, hein, comme on voit les statistiques d'abandon d'animaux de compagnie ou de sport, qui sont souvent du fait de défauts de capacité financière hein, quand il y a besoin de soins. Donc, vous voyez, je vous amène en vrac toutes les problématiques. Mon propos est donc d'indiquer que les problématiques morales associées à l'euthanasie sont d'une part liées à l'acte lui-même, à l'intime conviction des acteurs, mais que ça ne s'y limite pas. Qu'il y a aussi des effets importants de la société dans son ensemble sur cet acte et qu'à l'inverse, cet acte, il agit sur la société. Je pense que c'est parce que, comme vous disiez, François, donner la mort, c'est déjà un acte a priori de barbarie. Enfin, vous le disiez avec vos mots de juriste. Et donc, l'euthanasie se situe toujours aux confins de ce qu'on nomme l'humanité, avec toujours le vertige de tomber du côté de la barbarie. Et pour moi, c'est vraiment le contexte qui faisait toute la différence. Pour reprendre le titre d'un livre de Jean-Pierre-Olivier de Sardan, c'est la revanche du contexte qui est si importante. Et donc, je vais vous proposer de passer en revue ces éléments au regard de la pratique vétérinaire. Alors, évidemment, surtout dans cet hôpital, et avec
des soignants qui nous ont fait l'honneur de venir. Je comprends que l'implicite de ma présentation met le sort d'un chien, d'un chat, d'un cheval, d'un rongeur, d'un éléphant au même niveau que celui d'un proche et que ça peut être difficile à accepter, voire provoquer le rejet de certains propos que je peux avoir avec des implicites qui seront tout à fait, que je n'aurais probablement pas voulu. Donc, je prie les auditeurs et l'auditoire qui pourrait être choqué de m'excuser, soit parce que on pensera que je fais une confusion des espèces, soit au contraire que je suis dans une trop grande exceptionnalité par rapport à l'humain. Alors pour moi, l'animal n'est ni identique à l'humain, ni une alternative. C'est notre compagnon, avec sa dignité et aussi avec la chance extraordinaire que nous donne sa différence. Et donc, je demande donc que ma présentation soit accueillie de la même façon qu'on lirait les lettres persanes. Donc, l'euthanasie, pour moi, devient une évidence quand elle existe au terme d'un processus. Pour moi, l'euthanasie, quand je la pratiquais, était moralement acceptable quand elle incarnait un refus d'acharnement thérapeutique à garder en vie, mais dans le cadre de soins attentifs. C'est cette belle euthanasie qu'on cherche tous. Attentif, ces soins de la part de l'équipe vétérinaire, mais aussi de la part des accompagnants de l'animal. Je trouve que cette association, ça montre bien différents niveaux de problématiques morales, qui est le sujet de notre conférence aujourd'hui. Le niveau déontologique avec le refus de l'acharnement thérapeutique comme principe qui devient la cause d'un dilemme quand la situation l'oppose à un autre principe qui est la raison d'être d'un vétérinaire, qui est de soigner. La préoccupation conséquentialiste de peser le pour et le contre de la continuation des soins en termes de reste à vivre, d'oppression, de douleur, etc. Et puis de la faisabilité des traitements. On sait bien qu'il y a certaines espèces qui refusent le traitement. Je pense aux chats, qui sont des espèces qui sont vraiment difficiles à traiter. Et puis il y a des espèces aussi qui sont extrêmement stressées simplement par le fait de l'approche de l'homme. Donc, il y a une faisabilité qui est très difficile. Et puis, il y a la vocation du care avec les soins attentifs et la sollicitude. Donc, de mon point de vue, les principes moraux sont moins les bases de la prise de décision plutôt que des remparts, un cadre qui nous permet d'avoir certains éléments pour pouvoir réfléchir. Mais je pense que sur le terrain, les grands principes philosophiques sont peut-être pas toujours absolument opérants. D'ailleurs, on a vu que la législation, elle fait confiance aux soignants pour décider des cas où l'euthanasie sera faite ou pas. Donc, que ce soit le vétérinaire ou que ce soit dans le cas de Claes Neoletti ou de lois à l'étranger. Quand je suis en voiture, la limite sur la route, c'est 80 km/h, plus ou moins le degré de précision de l'appareil de mesure. Alors que quand je fais une euthanasie, la limite, c'est moi qui la pose. Donc, on voit bien que cette histoire de limite, on se rejoint là-dessus, est le problème, un des problèmes centraux dans l'euthanasie. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'injonction à créer des normes. Et donc, la réponse du législateur, c'est de proposer un processus. Cette importance du processus, je trouve qu'elle se manifeste aussi dans mon expérience par un déroulé apparemment paradoxal, puisque dans mon expérience de praticienne, les gens, enfin, sauf euthanasie de convenance, bien sûr, mais même en cas d'euthanasie de convenance, les gens viennent suite à une réflexion et un certain processus. Et quand c'est une euthanasie qui est liée à l'état de santé de l'animal, sauf les cas d'accident, de chevaux aux pattes, aux jambes, attention si je dis pas, aux jambes cassées, il y a vraiment toute une réflexion pendant des jours, des semaines, des mois,
pendant laquelle on parle ou on ne parle pas, mais l'euthanasie est présente. Et puis, tout à coup, c'est le moment. Ça peut être, je pense à l'euthanasie de mes propres animaux, le lundi de Pâques, le 31 décembre à 11h30. C'est le moment, ce moment-là. Et là, mes confrères qui font, et consoeurs qui font des urgences à domicile sont tout étonnés d'être appelés un samedi soir, un dimanche midi, par des gens dont l'animal est suivi par des vétérinaires, parce que, en fait, c'est vraiment le moment, le kairos d'Aristote, qui est le moment revenu. Alors, je suis désolée pour la répétition. Et je pense que c'est intéressant de penser au kairos d'Aristote parce que pour lui, la capacité d'agir au bon moment était vraiment une manifestation d'une attitude moralement juste de l'acteur. Et là, je pense que c'est vraiment ce que ressentent les accompagnants de l'animal. Et ça me permet de revenir à ma marotte, qui est la prégnance du contexte, parce que tout ça va bien quand il y a un alignement complet entre l'attente de l'accompagnant de l'animal, la vision quelle équipe et la vision quelle équipe de l'état de l'animal. Si ces cas sont douloureux et qui posent la question de la suite, qu'est-ce qui va se passer par la suite pour ces accompagnants de l'animal ? Parce que quand je pense à ma vieille dame avec son chien diabétique, je me rappelle très bien de l'assistante vétérinaire qui était assistante vétérinaire depuis plus de 20-25 ans d'ailleurs, qui m'a appris un nombre de choses incroyables. Moi, je commençais ma carrière. Et elle m'a appris aussi quelque chose ce jour-là, parce que la dame a dit « je ne veux pas reprendre de chien, de chat, c'est des bêtes à douleur et tout ça ». Et en fait, la dame est partie et elle m'a dit « je sais qu'il y a un chat à donner, tout ça, je vais aller lui apporter ». Je lui ai dit « ben non, la dame t'a dit que… » Et elle m'a dit « Geneviève, évidemment que je vais lui apporter un chat. Tu as vu l'âge de cette dame, elle vit toute seule. Si elle n'a pas de chat, on l'enterre dans 6 mois. » Donc le problème de la suite, qu'est-ce qui va se passer suite à une euthanasie ? C'est hyper important. Ce monsieur-là qui est parti avec son épouse et son chien, depuis 1992, je me demande qu'est-ce qui est arrivé à ce chien, en fait. La suite, qu'est-ce qui va se passer après, est aussi un élément très important. Et c'est là où je trouve que l'éthique du care est vraiment très intéressante parce qu'elle parle justement de cette relation. Et c'est vraiment ce que décrit Carol Gilligan. Elle décrit ça, elle dit ces petites filles, ces jeunes filles de son étude, en fait, elles sont hésitantes par rapport à résoudre les dilemmes éthiques qui étaient proposés par Laurence Koller parce que leur réflexion ne s'achevait pas à la résolution du problème éthique. Elles voulaient aussi savoir qu'est-ce qui allait se passer après dans la relation entre les gens suite à la décision qui était prise. Donc, plus globalement, il y a donc ces cas où c'est bien aligné, qui ne sont pas dénués de problématiques, mais il y a aussi les cas associés évidemment à l'euthanasie animale, quand le vétérinaire est dans le refus de l'euthanasie, ou bien l'accompagnant refuse la proposition du vétérinaire de mettre fin aux souffrances de l'animal. À ce moment-là, on se retrouve dans le triangle qui a été théorisé par Bernard Rollin, qui est philosophe et qui a enseigné dans toute sa carrière en université vétérinaire aux États-Unis. Il parle donc de ce triangle, mais je pense que, et évidemment, j'imagine que les soignants qui nous écoutent pensent à la pédiatrie ou à la maïotique, hein. Mais en fait, je pense qu'il est très différent en médecine vétérinaire parce qu'il est très ouvert, parce que dans ce triangle de la relation de soins en médecine vétérinaire, il y a des impératifs économiques et de santé publique qui sont extrêmement importants.
Et d'ailleurs, dans une étude qu'on a faite à Alfort avec Adèle Cortinovis, sur les dilemmes éthiques des vétérinaires, 72% des praticiens qui ont répondu au questionnaire mentionnent les problèmes financiers comme première cause de dilemme éthique. Et parmi les 56% qui mentionnent l'euthanasie non justifiée médicalement comme dilemme éthique, il y en a 60% de ces 56% qui incriminent un problème de moyens financiers. Donc en fait, il y a beaucoup de cas où les vétérinaires sont amenés à euthanasier. Donc il y a un témoignage, l'animal est soignable, mais pas de moyens financiers. Essaie de replacer l'animal, mais les propriétaires ne veulent pas forcément l'abandonner. Donc, décision finale d'euthanasie. Et donc, ça provoque du malaise, évidemment, dans la profession, hein, ces impératifs financiers. Et, miracle, il y a eu un miracle, les vétérinaires français n'en sont pas restés là, et en lien avec les régions, ils ont créé une sorte de CMU qu'on appelle Vétérinaires pour tous. Et donc, les personnes qui ont des problèmes financiers peuvent aller chez des vétérinaires qui font partie de Vétérinaires pour tous, alors il y en a énormément, hein, et ils se font faire un devis des soins que nécessite leur animal, ils vont à la mairie atteste qu'ils sont bien titulaires du RMI, etc. Et du coup, il y a un tiers des soins vétérinaires qui sont pris en charge par la région, un tiers par une fondation qui a été abondée par la profession, l'ordre des vétérinaires, le syndicat, et des sponsors privés, et ils n'ont à prendre en charge qu'un tiers des soins. Alors, inutile de vous dire qu'en pratique, comme dans le cas de Vétérinaires pour tous, le vétérinaire fait aussi un effort lui-même. J'adore cette initiative, je trouve ça vraiment absolument génial que la profession dans son ensemble essaye de résoudre un problème éthique pour ça. Donc, on voit bien que l'euthanasie de l'animal, elle n'est pas restreinte à l'enceinte de la salle de consultation. Il y a tout un tas de parties prenantes, d'intérêts, de conséquences et d'injonctions qui sont multiples, aussi bien internes, professionnelles que liées aux évolutions sociales, de la réglementation et de l'économie. Donc, prégnance du contexte, vous l'avez compris. Voilà. Et du coup, on en passe à ma troisième partie qui est en quoi l'euthanasie affecte-t-elle le vétérinaire ? Alors, je suis désolée de parler si peu de l'animal, mais vous imaginez bien que pour l'animal, on a moins de facilité à voir le consentement, évidemment, de l'animal. Même si, en tant que vétérinaire et en tant que propriétaire, je vous dis qu'il y a ce kairos, il y a ce moment où on sait que c'est le moment où c'est le moment de l'euthanasier. Et puis, je n'en parlerai pas non plus parce que je ne suis pas éthologue, comportementaliste pour les espèces animales et que c'est un champ extrêmement complexe et riche. Je ne voudrais pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Mais évidemment, l'animal est toujours au centre de nos préoccupations. Alors, j'en viens donc au professionnel qu'est le vétérinaire. Et il y a de plus en plus de travaux qui traitent du sujet de l'euthanasie. Et je voudrais mentionner 3 travaux qui font des liens entre l'acte d'euthanasie et le vétérinaire. Dans un premier temps, il y a une étude nationale qui a été demandée par l'association Véto Entraide et le Conseil de l'Ordre national de l'Ordre au professeur Didier Truchot à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté sur la santé au travail des vétérinaires. Alors, les résultats sont glaçants. On connaissait les résultats nord-américains et allemands qui montraient une érosion de la volonté, un découragement, un épuisement professionnel important dans la profession. Mais il ressort de l'étude du professeur Truchot que 20% des 3240 répondants, alors on est une petite profession, donc 3240 répondants, ça fait 17% de la profession, ont eu des idéations suicidaires dans l'année précédente et 4,7% ont déjà tenté de se suicider. Donc là, on est quand même au double de professions de santé humaine. Les causes sont nombreuses, je vous laisse regarder le rapport Truchot, mais on est une profession donc
à la fois de vocation et à la fois une profession avec donc du burn-out, de l'épuisement professionnel, etc. Alors, pour ce qui est de l'euthanasie, ils ont fait une interview longue de 69 vétérinaires. Quand on leur demande, le rapport dit, quand on demande aux vétérinaires d'aborder leur situation professionnelle triste ou stressante, les vétérinaires parlent tous très rapidement des euthanasies qu'ils pratiquent. Alors, il dit qu'ils pratiquent quotidiennement, je ne pense pas, hein, mais en tout cas qu'on pratique, oui. Tous les témoignages convergent sur la difficulté émotionnelle de l'acte, même avec de l'expérience professionnelle. On pratique des euthanasies, je peux dire, au bout de 25 ans de travail, c'est jamais devenu quelque chose d'anodin pour moi. Pour certains, l'acte devient même de plus en plus complexe au fil du temps. L'acte technique est plutôt facile, mais il est difficile pour les vétérinaires de gérer les émotions des patients et les leurs. Je pleure très souvent. Et à un autre endroit du rapport, un vétérinaire dit « Je suis confronté à des euthanasies qui me mettent en difficulté, mais aussi parce qu'ils font face à la douleur et au désarroi des propriétaires dont l'animal souffre. » Bon, pas la peine que je vous en dise plus. Je pense que vous avez compris que pour les vétérinaires, c'est pas du tout devenu un acte anodin. Et que ça fait des cauchemars, des pensées intrusives, etc. Alors, il faut quand même dire que d'après le professeur Truchot, l'analyse du rapport, il n'arrive pas à faire de lien entre l'euthanasie, le fait d'euthanasier et un facteur de stress lié aux idéations suicidaires dans leur étude. Par contre, il y a une étude par questionnaire qui a été effectuée par Claire Letombe, et j'ai participé à ce travail, auprès de 245 vétérinaires français, qui conclut quand même à un effet cumulatif. Le profilage selon l'âge des participants français, parce qu'elle a fait ses études en Roumanie, et donc il y avait des participants roumains aussi, montre un effet cumulatif de la pratique de l'euthanasie. Les plus jeunes ne pensent pas que la pratique répétée de l'euthanasie puisse être responsable d'une désensibilisation à la mort, et affirment avoir peur de cette dernière, alors que les plus expérimentés pensent le contraire. Cet effet cumulatif est confirmé par l'analyse bivariée. Elle conclut par l'importance que les vétérinaires soient formés à cet acte particulier pour en prévenir les impacts, ce qui est fait dans 3 des 4 écoles vétérinaires françaises, sachant que la 5e a ouvert là maintenant, donc ça ne préjuge pas. Et puis, il y a des travaux vraiment extrêmement intéressants du docteur Étienne Zundel, qui sont dans son mémoire du DU de bioéthique de Tours, « Euthanasie des animaux de compagnie, pourquoi affecte-t-elle le vétérinaire ?» Et il conclut sur 4 éléments. La vocation de soigner et de préserver la vie associée à une image fantasmée de l'animal et l'écart brutal avec la réalité de la vie professionnelle. Et je pense que tous les soignants ont vu un écart brutal entre l'idéation qu'on a fait de notre métier de soignant et sa réalité. Les réponses partielles associées à l'éthique procédurale, code de déontologie, guide technique, théorie morale. Et moi, je rajouterais le fait que si l'euthanasie est un acte autorisé aux vétérinaires, mis à part une exhortation à respecter l'animal, rien n'est prévu pour le professionnel, ni procédure collégiale, ni analyse de pratique. Et évidemment, je milite pour que ceci soit changé. La double, voire quadruple allégeance du vétérinaire, dont j'ai déjà parlé plus haut, et les débats sur le statut de l'animal qui affectent la relation client-vétérinaire et en font de l'animal un membre de la famille à part entière, tout en voyant on voit bien tous ces abandons qui existent. Donc là, il y a vraiment des incohérences. Et puis les affects et les émotions qui sont associés. Ainsi, ma consoeur, la docteure Christine Debove, qui est élue à l'ordre des vétérinaires, témoigne des cas de plaintes de clients qui, quoiqu'ils aient dûment signé les décharges et autres demandes d'euthanasie pour leur animal, portent plainte en disant ne pas avoir compris qu'il allait être procédé à une euthanasie, qu'on leur avait forcé la main. Et en fait, ça s'explique assez bien par rapport à l'émotion que peuvent avoir ces personnes. Il y a certaines personnes de mauvaise foi, bien sûr, mais il peut y avoir une émotion tellement forte que
ils n'ont effectivement pas compris. Alors, en réponse à ce dernier cas, et plus globalement pour améliorer l'accompagnement, les cliniques vétérinaires maintenant ont de plus en plus, quand elles se rénovent, une salle dédiée à l'euthanasie, qui est dans une partie plus calme dans la clinique, et qui permet que les gens aient le temps de décider. Donc, Christine Debove explique qu'assez régulièrement, les personnes restent entre 2 et 4 heures dans cette salle, et donc elle va les voir régulièrement, les ASV viennent voir, etc. Alors, en conclusion, je dirais que contrairement à l'abattage, qui est une autre manière de mourir des animaux domestiques, hein, ça aussi c'est très lourd pour les vétérinaires. Alors, il y a des travaux vraiment très intéressants de Jean Estebanez à l'université Gustave Eiffel sur la mort animale. Et je vous engage à aller voir. L'euthanasie, comme l'a souligné la philosophe Armelle de Bru, quand elle est pratiquée dans le cadre du soin, permet de sortir du déni de la mort en conservant au malade son histoire. Ce qui n'est évidemment pas le cas de l'abattage. Et je rajouterais que l'euthanasie peut permettre d'inscrire ce décès dans un accompagnement, dans la vie sociale et dans la famille humaine. Alors même si, évidemment, j'ai bien entendu, François, que vous avez parlé de tout cet accompagnement qu'il y avait à la mort autrefois, et peut-être que, du coup, je devrais moduler mes propos. C'est pourquoi il n'y a pas étonnant que ce soit par l'éthique de la sollicitude et du soin, je veux dire l'éthique du care, que les vétérinaires répondent aux problématiques associées à l'euthanasie. Vétérinaires pour tous, les salles dédiées, le soutien des associations professionnelles comme Veto Entraide, l'enseignement, tout ça, c'est du care. Et en fait, à la réponse des problèmes liés à l'euthanasie, les réponses, c'est des réponses de care. Ce n'est pas des réponses utilitaristes, ce n'est pas des réponses déontologiques, pour moi. Ce n'est pas du principisme, de la bioéthique. Je n'ai pas l'impression que dans le cadre de l'euthanasie, ces grands courants, qui sont ceux qu'on enseigne, puissent vraiment répondre. Je pense que vraiment, c'est plutôt le pragmatisme, au sens de William James et John Dewey, et l'éthique du care qui sont plus intéressantes, plus pertinentes. Et de mon point de vue, la problématique principale est celle de la limite. Pour les humains, la question se pose en ces termes: dans quelle mesure est-il éthique de donner la mort? Pour les animaux, il s'agit plutôt de savoir à quel moment, dans quelles conditions est-il éthique de donner la mort. On en revient au contexte. Et pour finir, j'ai donc ce jugement assez sévère par rapport aux grandes théories. Pourquoi ? Je pense que Armelle de Bru donne une partie de la réponse au fait que ces grands principes de la bioéthique et ces grandes théories philosophiques qui, par ailleurs, sont hyper intéressantes et qui me passionnent, je suis la première à en être passionnée, je pense que c'est lié au fait que l'euthanasie est caractérisée par un glissement de catégorie, par des inversions, comme souligné par la philosophe Armelle de Bru. Le mal, la mort provoquée, est considéré comme un bien dans le cadre de l'euthanasie. Le pouvoir thérapeutique glisse à celui de droit de vie et de mort. Et donc, c'est ce retournement qui est lié à l'euthanasie qui fait que probablement les cadres de pensée éthique habituels sont moins opérants. Je trouve qu'il y a une inversion de valeur en fonction de la situation et ça me fait vraiment penser à ce que disait John Dewey sur les valeurs. Je terminerai donc par cette citation de Dewey dans la théorie de l'évaluation de 1939. Dans la vie sociale actuelle, la séparation entre les idées et les émotions, en particulier entre les idées garanties par la science et les émotions non contrôlées qui dominent la pratique, entre l'affectif et le cognitif, est probablement l'une des principales causes des inadaptations et des insupportables tensions dont souffre le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je trouve qu'il y a un fil rouge entre vous deux. C'est la question que tu as... c'est pas
la peine qu'on me voit. C'est la question, en fait, de l'autorité de la personne, de la fois sa formation, sa compétence, et comment la société lui délègue, en quelque sorte. C'est la première chose qui m'apparaît, parce que lorsqu'on est amené dans une profession de faire quelque chose qui est en contradiction, théoriquement, avec les éléments, comment dire, qui sont les visées éthiques, je dirais, ça c'est visiblement, là c'est une premier fil rouge que je vois ici. Et qui d'ailleurs risquerait de faire détourner beaucoup plus sur les professionnels et de leurs troubles, plutôt que de l'acte lui-même tel qu'il peut éventuellement être fait. C'est une première chose, moi, qui m'intéresse en cette histoire-là. Et le deuxième élément, c'était la vision pragmatique, telle que j'ai l'impression, doyen Carbonnier et tout le monde l'acceptait, même s'il préfigurait d'un encadrement qui n'existait pas jusqu'alors, en définitive, et on sait quelle est la puissance, même les visions du doyen Carbonnier en droit en particulier, et comment elles sont écoutées, et ce côté d'exception. Et là, entre vous deux, le problème, c'est que, autant chez vous, au niveau médical, a priori, c'est l'exception, ça a été prouvé par les gens même, vous l'avez bien dit, qui dirigent des soins palliatifs et montrent bien que dans toute une carrière, il y en a très très peu, et tout le monde sait très bien, et d'autant plus que même ceux qui peuvent la demander, cette euthanasie, beaucoup d'ailleurs ne vont pas jusqu'au bout, etc. Donc on pourrait, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne faudrait pas la faire. J'ai entendu cela et je l'entends, ce que la pratique permettait un tout petit peu auparavant. Mais au niveau vétérinaire, on parle bien sûr de ce qui est plus proche, qui est, comment dire, les animaux de compagnie, qui est le modèle le plus proche, mais aussi que nous mangeons, les abattages, de quelle manière ils sont faits, etc. Et donc, on n'est plus dans l'exception, là, un tout petit peu. Donc là, je vois une déhiscence, alors, par la nature même des choses, il faut bien se rendre compte, et avec en plus ce sentiment qui se développe, est-ce qu'il est à prendre en compte? Est-ce que c'est comment dire, est-ce que nous deviendrions trop tendres maintenant, nous les hommes et les femmes du XXIe siècle, accepterions plus cette pratique, alors qu'auparavant, elle n'était pas. Donc, je vois quand même une différence entre vos deux visions, même comment dire, comme fil rouge. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire là-dessus? Et ensuite, on donnerait la parole aux personnes qui nous écoutent. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, moi, ce qui me dit dans la complémentarité et c'est le temps contextualisé. On n'est pas sur ces questions-là dans le chronos, mais dans le kairos, toujours, que l'on soit sur la médecine vétérinaire ou humaine, il y a un temps contextualisé, et c'est d'ailleurs ce qui explique dans la parole de certains la défense de la loi actuelle versus ce qui pourrait être son évolution. Pourquoi? Dans une approche conséquentialiste, une sédation, analgésie, arrêt des traitements et une injection de chlorure de potassium ou de pentobarbital sodique, sur un plan conséquentialiste, c'est la même chose, c'est la mort. Sauf que la mort ne va pas arriver dans les mêmes fractions de temps. Mais le mort, il sera mort. Et en fait, quand on parle du temps contextualisé, on
on pense au vivant. C'est vivorum meminerimus, et c'est exactement ce que vous disiez. Finalement, c'est quoi les conséquences de l'acte euthanasique pour le vétérinaire? Parce que ce soit le maître de l'animal de compagnie ou du cheptel, hein, parce que quand on euthanasie un animal qui est pourtant destiné à l'abattoir, l'éleveur vous dit c'est un déchirement. C'est très curieux, alors qu'il est voué à la mort pour alimenter les frères humains. Quand on doit le faire euthanasier, on a un autre rapport que... Enfin, c'est très ambigu en même temps. Pensons aux vivants, pensons à ceux qui restent. C'est aussi vrai dans les fins de vie humaines. Celui qui est parti est parti. Celui qui a fait l'acte, celui qui a participé aux décisions, pas celui qui fait l'injection, hein, mais l'aide-soignant qui était dans l'équipe de soins, qui a participé à la discussion. Comment il va faire son deuil après euthanasie, après suicide assisté? Ça sera quoi l'accompagnement? Et comparaison des paraisons, mais les problématiques que vous posez nous démontrent que l'on ne pourra pas faire l'économie, si la loi évolue, d'une réflexion sur, au-delà de l'acte technique, oui, on va placer un cathéter, mettre le bras de perf, je crois qu'il y a des gens qui le maîtrisent déjà. Mais comment on fait son deuil derrière, avec une dimension peut-être d'intensité encore accrue, mais je peux me tromper, quand c'est un humain, et chez les humains, selon les situations, j'imagine que je peux me tromper, mais c'est Roger Martin du Gard, hein, dans les Thibauts, il y a 2 euthanasies. Un enfant, infection ORL, et le médecin dit « je ne peux pas faire ça ». Il dit « c'est contraire à tous les enseignements ». C'est pourtant l'enfant de son propre confrère, ami d'internat, et il laisse le produit. Et il s'en va. Et il apprend que l'enfant est mort quelques heures plus tard. Mais il n'en saura pas plus. Par contre, quand c'est son propre père qui est à l'agonie, homme âgé, il dit il y a toujours une solution et il va pratiquer l'acte. Donc c'est contextualisé aussi. Le vieillard Kakoshim en phase terminale, qui a eu une belle vie, mais qui est au crépuscule, et l'enfant qui est au crépuscule alors que c'est l'aube, c'est pas la même chose. Celui qui fait une injection létale à un bébé en néonate, si ça existe, puisque ça n'existe pas, et qui se voit dans le miroir le lendemain, bien, hypocritement, je comprends qu'ils disent « je préfère la sédation analgésie » parce que le miroir qui ne ment pas me renvoie l'image hypocrite, et je l'assume, de quelqu'un qui a soulagé les souffrances d'un enfant. Parce que symboliquement, c'est pas la même portée, et qu'il faut, contrairement à l'enfant qui est parti, il nous faut vivre avec ça. En fait, à vous écouter tous les deux, il faudrait écouter beaucoup plus les praticiens. Et je suis assez d'accord avec Geneviève que l'éthique du Caire est une réponse dans ce cas-là. Justement à cause de cette contextualisation. Vous avez peut-être à réagir, Geneviève. Écoutez, à ce que je disais sur l'exceptionnalité, sur les professionnels, sur... Je pense que, évidemment, je pense que le professionnel, pour lui, c'est très... Ça peut être très compliqué parce que ça peut être... oui, ça peut être un moment, enfin des moments où, après, dans sa vie professionnelle, il y pense toujours. Je pense que nous, on est vraiment centré sur l'animal et son accompagnant, et on s'oublie nous-mêmes. Et j'imagine que tout soignant a tendance à faire ça. Donc là-dessus, je vois des parallèles. Après, je pense qu'il y a des impacts sociétaux qui sont très différents
par rapport à ce qui peut se passer sur un animal, la vision de l'animal, la vision fantasmée à l'heure actuelle, les évolutions qui sont aussi très positives sur la vision de l'animal, ce que vous disiez par rapport à son bien-être, où en fait, pour nous, un animal en bien-être, c'est principalement un animal en bonne santé. Les façons dont on garde les animaux, et je pense à mon chien là qui est enfermé depuis ce matin 8 heures, c'est pas une bonne façon. Alors évidemment, je compense, je le promène de longues heures, etc. Mais et puis c'est un chien qui était accidenté, enfin que j'ai récupéré comme tout vétérinaire. Mais disons que c'est pas, bien sûr, voilà. C'est pas une bonne façon. Alors que sur la personne humaine, ce que j'entends beaucoup plus, c'est vraiment d'essayer de voir le bien-être psychologique aussi de la personne. Et puis, les projections, elles sont très différentes. Je pense que les projections sociétales sont très différentes sur l'animal par rapport évidemment à la personne humaine. C'est une autre différence par rapport aux différences d'espèces. On en débouche en définitive. Et je serais très impatiente d'entendre l'auditoire aussi, en fait. Oui, mais j'ai peut-être à moi de donner la parole. Pardon. Alors, est-ce qu'il y a une question qui pourrait, puisque c'est le moment, on vient de vous le rappeler. Visiblement, les personnes qui sont parmi nous sont très silencieuses, c'est-à-dire qu'elles sont heureuses de ces deux présentations. Moi, ce qui fait... Ah, très bien. Laure. Donc, moi, je suis le docteur Ladra, je suis responsable de l'équipe de soins palliatifs d'Ampoche depuis janvier. Et en fait, sur les derniers propos qui sont tenus, c'est la question du deuil, en fait. Est-ce qu'une personne qui perd un animal a un deuil qui est similaire à celui qui perd un membre de sa famille? Parce que finalement, le deuil, c'est un événement qui apparaît plus ou moins brutalement, où on serait comme un paquebot qui avance, et puis d'un coup, on est stoppé brutalement. Et finalement, on a une inertie qui continue, donc on se reconstruit un peu dans le temps avec finalement un problème de perception. Souvent, on dit « j'ai perdu quelqu'un » ou « j'ai perdu », et en fait, il faudrait retourner l'image en disant « je perds mon statut, en fait, je perds mon statut d'époux, je perds mon statut de femme », ou quelqu'un qui perd un travail, il est maintenant devenu chômeur, et il y a cette inertie qui fait qu'on chemine vers le prochain statut. Et je ne sais pas si, dans le fait d'être propriétaire d'un animal et d'avoir perdu un animal, le deuil se fait de la même façon. En fait, parce que c'est finalement la question du deuil qui se pose, et est-ce que c'est transposable? Parce qu'on sait que les personnes qui ont des animaux, ils sont très attachés, et que la famille, bon, après, il fait... Mais est-ce que le deuil est le même, en fait? Est-ce qu'on peut... Alors le fait qu'on puisse faire un deuil très important lié au décès d'un animal, c'est quand même quelque chose qui est accepté que depuis quelques années. Mis à part certains auteurs, poètes, etc., qui parlaient de leur deuil sur un animal, sinon, ce n'était pas vraiment quelque chose qui était accepté. Donc, les études sont relativement récentes, mais apparemment, il y a une intensité du deuil liée à un animal de compagnie ou de sport, ou même à un animal de production, qui peut être aussi puissant que lié à la perte d'une personne. Je ne saurais pas vous dire par rapport aux caractéristiques du deuil s'il y a des choses, enfin, il y a beaucoup de choses similaires. S'il y a des différences, ça, je n'ai pas assez de connaissances. Mais par contre, maintenant, c'est de plus en plus considéré par les professionnels de la santé mentale des personnes comme vous savez, là, j'ai un parallèle qui me vient, qui me fait dire qu'il y a aussi le déménagement qui peut être un stress aussi important qu'un deuil. Vous savez, c'est quelque chose qu'on dit. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais du coup, vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont peut-être, qui peuvent paraître futiles, mais qui ont des effets, qui peuvent avoir des effets très importants. Donc oui, le deuil peut être très important. Et je vous en parlais de ces cas de gens qui sont dans le déni. On leur a parlé d'euthanasie, vous voyez. Ça me fait, je repense au fait qu'on soit orphelin ou veuf, mais que quand on perd un enfant, il n'y a pas d'entité. Finalement, pour quelqu'un qui perd un animal, est-ce qu'il y en a une?
Parce que voilà, quand on perd quelqu'un, voilà, on n'est plus fille d'eux ou père d'eux, ou voilà. Et un propriétaire qui perd un animal, les gens ils me disent je suis orphelin de mon chien. Voilà. C'est très curieux, et notamment vous parlez des compagnons de sport. Alors, j'ai fait pas mal d'équitation à une époque. C'est très ambivalent, et on confie même à l'ambiguïté compte tenu de la valeur de l'animal par ailleurs, de la valeur marchande. Donc il y a un attachement qui est, on passe, j'avais un camarade qui me disait je passe plus de temps avec mes chevaux qu'avec ma famille. Et c'est vrai, sur le plan temporel, quand on fait des déplacements. Mais il y a cette dimension du coût de l'animal, du prix de l'animal. Alors, je pense que le deuil doit être aussi sensible que l'animal n'ait aucune valeur pécuniaire ou qu'il en ait une. Mais quand il en a une, il y a cet élément qui interfère et qui parfois conduit à essayer de se raisonner en disant je peux pas me conduire comme si j'étais triste, comme si c'était un deuil, alors qu'en fait, mon problème doit venir du fait que je suis en train de perdre de l'argent. Et on essaye de se raisonner, alors qu'en fait, la souffrance est profonde, mais elle est un peu honteuse. Et puis, il y a le côté médiateur qu'a l'animal aussi. L'animal permet de socialiser, l'animal aussi a souvent une espérance de vie qui est plus courte. Donc, quand on a des animaux qui ont une espérance de vie de 10, 20, 30 ans qui décèdent, on va voir passer 10, 20, 30 ans de notre vie, qui n'est pas le cas pour un perroquet, hein, qui vit beaucoup plus vieux que nous. Donc, je pense que, alors, encore, c'est pareil que sur l'éthologie, je vais un peu battre en touche parce que c'est un sujet sur lequel je commence ma recherche. Le deuil associé au décès d'un animal, parce que je sens une nécessité très grande d'enseigner ça aux étudiants vétérinaires. Le deuil. On le sent d'ailleurs, cet aspect, je dirais, psychologique, psychothérapeutique, voire anthropologique, qui se développe actuellement par rapport à toutes ces questions, jusqu'à juridique, avec le statut de l'animal tel que ce n'est plus un meuble, puisqu'il y a déjà eu une évolution. Jean-Pierre Gégaud est-il toujours au bout du... Jean-Pierre, j'aimerais que tu réagisses, j'ai vu que tu étais là. Par rapport à ce qu'a pu dire Geneviève, par rapport auquel d'ailleurs j'acquiesce dans la très grande majorité des propos qu'elle a pu avoir. Personnellement, il y a une chose qui a été majeure dans ma vie professionnelle, c'est que premièrement, j'ai été amené à faire des euthanasies, bien évidemment, malheureusement à une époque où souvent il y avait aussi des demandes d'euthanasie de convenance. Bon, j'ai ressenti très tôt qu'il était hors de question que je puisse les réaliser. Et surtout, plus je vieillissais et moins je supportais les euthanasies, c'était douloureux, douloureux, douloureux. Et lorsque j'ai changé d'activité professionnelle en devenant spécialiste en ophtalmologie, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup soulagé. Je ne pratiquais plus d'euthanasie. L'autre aspect, c'est que quand on veut comparer le deuil qui est lié à un animal et le deuil qui est lié à la disparition d'une personne, plus d'une fois, j'ai entendu des propriétaires d'animaux qui paraissaient sincères me dire combien ils souffraient de la disparition de l'animal à un niveau beaucoup plus intense que la disparition de bien des personnes autour d'eux. Donc, est-ce qu'il faut, jusqu'où ces gens sont honnêtes avec eux-mêmes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'ils ressentaient. Donc, le deuil, il est lié à l'investissement qu'on met dans ce que l'on réalise, dans la relation. Et la relation avec l'animal va bien au-delà de ce que les personnes qui n'ont jamais eu d'animal peuvent imaginer. Je pense que ça, c'est fondamental.
L'autre aspect, c'est par rapport au groupe de travail dont tu parles sur les animaux de laboratoire. Même ces animaliers qui sont au contact des animaux, qui vivent, surtout s'il s'agit, enfin, bon, forcément, lorsqu'il s'agit d'une souris, peut-être que c'est bien évidemment à un niveau d'intensité d'émotion différent que lorsqu'il s'agit d'un chien ou d'un singe. Mais la disparition, l'euthanasie de l'animal auprès duquel ils ont été en contact, dont ils se sont occupés, dont ils ont tenu compte de leur bien-être, etc., tout au long, façon de parler, hein, lorsqu'il s'agit d'animaux de laboratoire, lorsque ces animaux sont euthanasiés, il y a un moment quand même de douleur, un moment de difficulté psychologique dont il faut tenir compte. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut mener une action qui ne méprise pas, ces moments, mais qui au moins permettent de garder le souvenir, le respect par rapport à ces animaux, et qu'ils ne doivent pas être oubliés, et que je pense que tous ces personnels animaliers sont concernés par ce genre de réflexion et d'approche. Voilà en gros ce que je peux vous dire. Jean-Pierre, je suis très content de ce que tu amènes là, et question d'avoir notre collègue François Viala, c'est-à-dire qu'on est dans une réflexion maintenant d'éthique de responsabilité, éthique du care, on a parlé là, mais on est aussi sur une éthique du vivant. C'est ça. On n'est plus dans une éthique de la personne. C'est ça. On est dans une éthique. Et là, moi, la question que j'ai posée, c'est en fonction de la vision aristotélicienne, hein, qui est que la dignité ne se partage pas. C'est-à-dire qu'entre les êtres humains, chacun a sa dignité en fonction de son statut. Et là, on en arrive à, peut-on concevoir des dignités qui seraient, comment dire, j'allais dire multiples, presque comme tu l'as dit, la souris, ben, c'est pas exactement la même chose que le cheval, c'est pas du tout, etc. Et là, il y a une réflexion qui m'apparaît importante. On pourrait imaginer que ce soit la même dignité, mais dans ce cas-là, il va falloir trouver une autre valeur qui, dans une espèce de conciliation, permettrait les pratiques sociales. Et là, autant le vétérinaire, c'est son métier, autant le juriste, ben, c'est son travail, je dirais presque, c'est de voir comment les pratiques sociales peuvent continuer encore. Et là, on rentre peut-être dans une vision peut-être un peu autre du monde, telle que peut-être l'écologie a essayé de l'amener avec peut-être, pour reprendre ces mots d'exceptionnalité, etc., ne faire des gestes que des gestes qui seraient nécessaires, même s'ils sont mortifères pour les personnes qui le font, mais avec une reconnaissance sociale de leur métier, avec les risques, les difficultés, les maladies accompagnant éventuellement et demandant soutien. Et que pensez-vous un peu de cette idée-là? Parce que je crois qu'on en est un peu là maintenant. Tous les vivants sont considérés au même niveau. Et justement, les vivants sont laissés à leur vie. On ne va pas intervenir. Justement, l'euthanasie, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout sur l'animal sauvage. On laisse mourir tel qu'il meurt. Mais on le chasse. Il n'y a pas cette vision individualiste de chaque être vivant. Chaque être vivant se conçoit dans son milieu. Ça s'est construit, l'individualité, au niveau sociologique. Oui. Attention, c'est une forme culturelle. Elle m'a remis en mémoire
un texte qui a été désormais traduit en français et publié aux Belles Lettres, de Engelhardt. Tristan Engelhardt. Il y a un passage dans ses fondements de la bioéthique qui me gêne beaucoup. C'est quand il dit « tous les humains ne sont pas des personnes ». Parce que j'entends personne au sens que moi, juriste, je lui donne. C'est tout le mouvement néo-kantien. Voilà. C'est tout le niveau néo-kantien qui arrive là. Déjà, qui est-ce qui est une personne? C'est ça. Il faut l'autonomie. Le cérébro-lésé, l'enfant, le vieillard Kakoshim, la personne en situation de handicap intellectuel est humain mais n'est pas une personne. Et j'ai, sans réticence, une difficulté à franchir le cap de l'animalisme et de l'écologie en disant tant qu'on ne reconnaîtra pas tous nos frères humains, enfin, moi, ma définition de la personne, c'est je définis la personne par ce qu'elle est, pas par ce qu'elle fait, ou ce qu'elle pourrait faire, contrairement à Engelhardt. Si on n'est pas capable de s'entendre tous sur cette proposition, est-ce qu'on peut déjà franchir l'étape d'après, qui est de dire, bien finalement, tout le vivant, non pas à notre égal, mais revêtu de la même couverture de dignité que nous. Je suis un homme de progrès probablement, mais de progressivité surtout. J'ai l'impression que malgré tous les problèmes techniques qu'on a pu avoir, ça a été essentiellement productif, en tout cas pour ma pensée. Je ne sais pas pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas une dernière question des... Ah, mais il y a une réflexion pratique. Dans le vécu de la situation profonde pour les familles, c'est-à-dire pour l'entourage. Un des problèmes, quand même, qui m'apparaît comme ça, aussi par expérience, plus difficile, c'est la durée. Et cette durée d'agonie qu'on ne sait pas gérer, en fait, même par les principes, et je n'en ai pas en compte, mais voir quelqu'un mourir pendant des jours, ce sont des proches, c'est une violence qu'on fait subir et qui peut modifier aussi leur vision de ces derniers moments. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien faire. Et pourtant, qui devrait être relativement simple, parce que ça devrait être une gestion entre l'équipe et la famille, et par la loi, et peut-être que ça pousse des gens à inciter à avoir du suicide assisté, d'avoir un acte rapide. Parce que, de temps en temps, c'est vrai que quand je vois la souffrance de ces gens qui regardent agoniser quelqu'un dans le commun, qui est en... Et ça, je crois qu'on ne sait pas. Alors que, moi aussi, je suis en rural. Quand ça se passe à la maison, ça ne dure pas comme ça. Et on peut faire venir toute la famille. C'est la maman, comme vous expliquez là. Parce qu'on ne va pas réunir la famille pendant 15 jours autour. D'accord ? Ça a un coût. C'est un coût, et puis même ça ne serait pas bien vécu. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion autour de ça et qu'on n'a pas su faire, je pense. Et qui ne remet pas du tout en cause, loin. Mais je pense que ça passe par un savoir-faire, des pratiques et surtout des échanges avec les familles, des échanges avec les proches. Et que là, le juridique n'a pas de place. Il n'y a pas de place à la loi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça dépend de choses de bon sens, mais qui doivent être faites. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a des reculs. On voit bien dans les équipes qu'on ne sait pas faire. On se dit, est-ce que là, on va vraiment au-delà de ce qu'on a le droit de faire c'est pas comme ça. Il y a une vraie réticence à faire aussi dans certaines équipes. Bien sûr. Parce qu'il y a ce vieux fond. Voilà, on est encore au DLP. Et il y a une profonde méconnaissance aussi, pas dans toutes les équipes bien entendu, mais dans ces situations que vous décrivez, qui sont rarement dans une équipe de soins palliatifs. Ça va être dans un service de réa médical. Et là, il y a une vraie méconnaissance de ce que... Alors, vous avez compris que je n'étais pas un juriste très interventionniste, je crois, mais de la méconnaissance de ce que la loi autorise déjà. Et quand on va les former, je le fais beaucoup, parce que je considère que les juristes ne doivent pas parler aux juristes pour les juristes et leur parler de droit, parce que si, on ne sert pas à grand-chose.
C'est comme si les médecins ne soignaient que les médecins. Finalement, on n'a aucune utilité sociale si on ne sort pas de nos chapelles. Quand on leur dit à ces équipes de réa notamment, attendez, mais la loi permet de faire ça. Je me souviens d'une USLD avec un patient hyperalgique qui refusait sonorement toutes les toilettes, il était tétanisé, recroquevillé. J'ai dit, mais vous ne faites pas des toilettes sous Calinox? Et ils ont dit, on n'a pas le droit de le faire, ça. Qu'est-ce qui vous l'interdit? Et donc, il y a une espèce de représentation. J'avais eu, comparaison et paraison, mais la même réaction de la part des sages-femmes quand on avait mis en place un protocole de réhabilitation précoce de la femme après césarienne, en disant, ben voilà, les médicaments qui sont des toxiques pour soulager douleur et souffrance, eh bien, elle va pouvoir se les auto-administrer. Comme ça, elle ne reste pas en surveillance au bloc, et on la ramène en chambre. Et on lui met à disposition. Et réaction, c'est de la drogue. C'est pas non plus une junkie, elle vient d'accoucher par césarienne. Et mais si l'enfant le prenait, le risque que le nouveau-né puisse prendre la tablette, alors que dans le même temps, on était prêt à laisser 3 boîtes de Doliprane. Donc il y a un problème de représentation aussi. Mais en fait, il y a une peur aujourd'hui, c'est une fausse peur, parce que la loi, je pense, autorise justement, énormément. Et il y a une illusion de la norme aussi. Oui. Une vraie illusion de la norme. C'est-à-dire qu'on pense le droit à travers la responsabilité, alors que je passe depuis 30 ans ma vie à enseigner que quand il y a responsabilité, c'est que le droit a échoué. Docteur Furod, vous la parole. Je vous ai vu. Moi, je suis sidéré par Vous êtes le chef de service des urgences, c'est ça? Juste pour vous parler par la différence qui existe entre votre vécu de vétérinaire face à l'euthanasie et le vécu d'un professionnel de santé humaine. Je suis sidéré par votre solitude, en fait, et par la fréquence à laquelle cette survient. Et face à cet acte que vous faites finalement relativement tout seul avec le camp de fréquence, je ne suis pas étonné en fait que beaucoup de confrères vétérinaires craquent. Et depuis le temps que ça existe, il va falloir mettre en place un accompagnement fort, parce que c'est un milliard en fait, puisque en fait, effectivement, comme les animaux ne sont que, en tout cas les animaux de compagnie, que les familles avec ne sont qu'amour et que leurs propriétaires sont forcément dans les grandes rues, l'accompagnement des propriétaires ne faisait pas partie de la formation. Non, ni notre accompagnement à nous-mêmes. Et comme on est une profession de vocation, c'est difficile de dire qu'on souffre. Parce qu'on ne peut pas souffrir. Je veux dire, face aux 6000 lycéens qui demandent à rentrer dans les écoles vétérinaires, et il y en a 160 qui sont acceptés, comment est-ce qu'on peut dire par la suite qu'on souffre de notre professionnel? Vous voyez, il y a une espèce de décence qui est compliquée. Et à qui en plus? Donc, et ça, c'est en parlant avec des collègues de soins palliatifs de Boulogne, parce que j'ai rencontré lors du DU de bioéthique du master de bioéthique que j'ai fait, que je me suis rendu compte, parce que je suis aussi médiatrice conventionnelle et judiciaire, que je me suis rendu compte qu'en fait, l'analyse de pratique que je fais en tant que médiatrice, en fait, les vétérinaires devraient la faire en vétérinaire, tout bêtement, quoi. Parce que je pense que vous, en soins palliatifs, vous en faites, non? De l'analyse de pratique. Après, c'est comme là, moi, je ne suis pas sur une unité dédiée à la poche, il n'y en a pas, c'est des lits identifiés. Et en fait, je donne des avis dans les étages. D'accord. Ce sont des équipes qui ne sont pas forcément formées aux soins palliatifs, et donc on donne un avis, on fait des propositions. Par contre, on entoure les équipes qui peuvent parfois avoir des interrogations. Donc, c'est de l'hyper-ambulatoire, en fait. Voilà. Comment dire, c'est là où on arrive à One Health.
C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on regarde un peu ce que les vétérinaires nous permettent de réfléchir par rapport à notre pratique qui risquerait de changer en fonction de la loi, tout, etc. Mais nous, on peut leur apprendre aussi peut-être la manière dont les études de médecine, je ne dis pas pour autant qu'elles sont bonnes, justement permettent aux étudiants en médecine d'avoir ce recul et de ne pas avoir relativement cette sensibilité par rapport à la mort, par rapport au sexe, par rapport à l'argent, qui a priori sont les éléments, les tabous un peu de la société, et théoriquement ceci, comment dire, dans les études de médecine devraient théoriquement, on sait que de moins en moins elles ne sont là. C'était ce qu'on appelait les humanités. Humanités maintenant qui ont été diminuées, et que petitement on essaye là, et dans lequel d'ailleurs se trouvent ces conversations One Health que nous sommes actuellement en train de faire à l'université Versailles-Saint-Quentin. Et c'est un élément supplémentaire pour qu'avec les étudiants, vous me voyez arriver, avec les étudiants vétérinaires, il y ait de telles discussions. Pas simplement les vétérinaires parlent aux médecins, mais aussi les médecins parlent aux vétérinaires. Parce que là, on se rend bien compte que le problème des pratiques, il y a des réflexions peut-être à échanger. Ouais. La prochaine fois, nous aborderons un sujet qui est bien sûr dans le domaine de une santé, une seule santé, santé globale, c'est-à-dire l'écologie et la spiritualité. Et pour ceci, nous demandons à Jean-Philippe Pierron, qui est philosophe, de venir en discuter avec nous, le professeur Jacques Brisson, psychiatre également qui nous vient de Suisse, et Henri Cortot-Steclé, qui est de notre laboratoire à l'hôpital Foch.